Alors, depuis la nuit des temps, non seulement les outils sont venus en renfort de l'intelligence, mais davantage encore notre pensée, notre rapport intellectuel au réel se sont forgés à travers des prothèses techniques. Comme l'a dit Valérie Charol ce matin, toute intelligence est artificielle. Et l'apport de l'intelligence artificielle, ce n'est certainement pas le fait d'être une intelligence artificielle. C'est autre chose. Toute intelligence est artificielle. Le paléontologue René Leroi-Gourhan, dans son grand livre « Le geste et la parole », dont Éric Sadin a rappelé l'importance, à juste titre, a montré comment la parole était née chez les peuples paléolithiques du maniement même de leurs outils. Ce ne sont pas ici l'intelligence ni la parole qui conçoivent les instruments techniques nécessaires à la vie et qui leur donnent leur mode d'emploi, mais ce sont les instruments qui commandent l'émergence de la pensée et de la parole et qui, pour Leroi-Gourhan, les commandent en particulier, et ça c'est une question qui intéresse tout particulièrement les architectes, qui les commandent en particulier à travers la dilatation de l'espace et du temps. C'est ça, à mes yeux, vraiment la position forte de Leroi-Gourhan, c'est d'avoir montré que l'origine de la technique a pour but la dilatation de l'espace et du temps. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat contemporain sur ce qu'est une prothèse numérique, en quoi elle modifie notre rapport à la pensée, et en particulier en quoi elle agit sur les conditions que forme notre rapport au temps et à l'espace. Je vais simplement montrer qu'à la Renaissance, le disegno a pleinement rempli ce rôle de prothèse mentale dans des conditions sans aucun doute différentes, mais a rempli ce rôle de prothèse mentale et n'a pas moins transformé notre rapport intellectuel et sensible au réel. De fait, commence à émerger dans les traités d'art du Quattrocento italien un terme appelé un grand avenir qui va fortement caractériser non seulement les arts, mais la culture tout entière de cette période, ainsi que des siècles qui la suivent. Ce terme, c'est le disegno. Le disegno est la lettre volée de la culture humaniste et classique. Il bouleverse la culture et le savoir de son temps, il transforme son rapport au réel, il impose avec évidence sa visibilité au monde. Et pourtant, peu de personnes le voient, ou plus exactement, on le réduit à n'être qu'un exercice préparatoire aux arts visuels dits majeurs, architecture, sculpture, peinture. Et je voudrais revenir à ce qui est l'origine de ces arts visuels majeurs à la Renaissance et à l'âge classique. Vasari affirme dans ses vies des meilleurs peintres, sculpteurs, architectes, des biographies majeures pour la construction de l'histoire de l'art au milieu du XVIe siècle. Il affirme donc que le disegno est le père de ces trois arts et qu'il ne sert à rien de mesurer leur force ni de comparer leurs valeurs si on ne les rapporte pas à leurs principes et à leur origine commune, qu'est précisément le disegno. À l'autre bout de la chaîne chronologique, à la fin du XIXe siècle, Viollet-le-Duc, dans son dernier livre, Histoire d'un dessinateur, nous sommes en 1879, son testament, d'une certaine façon, accordera au disegno une paternité bien plus prolifique encore, puisque le dessin lui apparaît commander l'ensemble de notre connaissance du réel et de nos pratiques industrieuses. Bref, comme Viollet-le-Duc l'a bien compris, le disegno est, selon le terme de Michel Foucault, une épistémé, c'est-à-dire une structure et des opérations de pensée qui définissent les conditions de possibilité de tout savoir, qui déterminent le mode de constitution des domaines scientifiques, mieux encore, qui structurent le rapport entre les divers savoirs d'une époque, jusqu'à profondément influencer l'organisation globale de la société et l'ensemble de ses pratiques. De fait, de la Renaissance aux Lumières, le dessin est partout, non seulement dans la représentation picturale ou dans la conception architecturale, mais aussi, par exemple, en astronomie. Là, je vous présente les magnifiques planches des nouvelles théories des planètes de Georg Peuerbach, qui est une sorte de
c'est un astronome important dans l'histoire de l'astronomie. C'est un peu le prédécesseur et l'annonciateur de Copernic, et qui donc dessine ces sortes de couronnes, non seulement un cercle qui décrit qui décrit la circulation de la planète, mais aussi ses épicycles, d'où le fait que ce cercle est en fait un tore, est en 3 dimensions. Et ce qui est remarquable, c'est que ce tore, donc, qui date de 1472, ressemble étrangement, cette représentation scientifique ressemble étrangement au fameux Masocchio Tuccello, c'est-à-dire à la géométrisation du couvre-chef florentin à Carcine en forme de cercle, qu'il a souvent représenté. Ça, ce sont des représentations qui datent des années 1450-1455. Il y a juste une génération entre les deux modèles. Et donc, on voit la circulation du disegno entre la peinture et la représentation scientifique. Il y aurait maints autres exemples à donner. On songe aussi, plus tardivement, en anatomie, à la représentation du corps humain par Vézal dans sa Fabrica Corporis de 1543, en botanique aussi, dans le classement des espèces animales, dans les traités de mécanique et jusque dans les traités d'escrime, dotés de gravures parfois aussi exceptionnelles que celles de l'Académie de l'épée, de Girard Thibaut d'Anvers, qui est un des maîtres, pour ceux qui s'intéressent à l'escrime, qui est un des maîtres de l'école espagnole, qui est assez différente de l'escrime telle qu'on la pratique aujourd'hui, qui est une escrime géométrique et eurythmique. Mais qu'est-ce que le disegno ? Vasari, au début de son introduction à la peinture, en donne une définition appelée à caractériser l'art humaniste et classique. Le dessin est l'expression visible et la mise au jour d'un projet mental qui s'opère par les mains. Plus d'un siècle auparavant, Alberti lui aura ouvert la voie en définissant l'architecture comme un dessin appliqué à la construction et le dessin comme un projet praescriptio, précis et fixe, conçu mentalement et obtenu au moyen de lignes et d'angles qu'une intelligence inventive et érudite, ingenium erudito, ingenium eruditum, dit Alberti, qu'une intelligence inventive et savante a porté à la perfection. De cette double signification, à la fois mentale et artistique, la langue française rend habilement raison par le couple d'homonymes dessin EIN, dessin IN. Le disegno, ainsi défini, modifie radicalement notre rapport au réel et à sa vérité. La vérité ne se définit plus seulement comme l'adéquation de la parole à l'intellect, ainsi que l'affirme la philosophie scolastique de l'époque. Deux autres facultés désormais interviennent, l'œil qui voit et la main qui dessine, facultés qui à leur tour viennent solliciter l'intellect et en déployer les potentialités. Ici, l'œil, la main, l'intelligence, la parole, et on voit donc l'amplitude des facultés de compréhension qui se met en place à travers le disegno à la Renaissance. L'œil, la main, l'intelligence, la parole ne vont pas l'un sans les autres. Le disegno guide, informe et structure le regard qui, à son tour, se sert du disegno pour pénétrer et magnifier la réalité en lui inspirant sa lumière qui vient éclairer l'opération de l'intelligence. Alberti s'est donné pour emblème un œil ailé qui signifie assez ce que peut l'intellect porté par la vision et le dessin. Francesco, dit Giorgio Martini, l'architecte d'Urbino, voit dans le dessin une ressource qui permet de résoudre des questions auxquelles, dit-il, l'écriture et ses modalités de raisonnement logique ne permettent pas d'accéder. Et j'ajouterai que la maquette traduit bien cette articulation, de cette pluridimensionnalité de la compréhension du réel à travers le disegno. Autour de la maquette se met en place tout un dispositif heuristique qui s'enchaîne les uns aux autres, la réflexion intellectuelle, l'œil, la main, la parole,
pour arriver à l'ouvrage définitif par toute une série d'itérations entre les différentes facultés, voire entre les différents acteurs que met en jeu la création artistique. Le disegno permet en effet de conjoindre ce que la logique juge opposé ou sans relation possible. Il fait preuve, comme disent les anciens latins, il fait preuve de solertia. C'est un terme important de la conception dans la culture humaniste et classique. La solertia, cette faculté de l'esprit qui permit à Archimède, dans son bain, de découvrir le calcul de la densité des corps, le fameux Eureka, c'est une opération de la solertia, c'est-à-dire l'intuition de l'esprit capable de jeter des ponts entre les données les plus éloignées pour en montrer les affinités, conditions de l'unité du savoir, aussi bien que de l'œuvre. Je rappelle la distinction que faisait ce matin Karim Basbous entre la corrélation, il s'agit là de la solertia, et l'association. Donc, ainsi, la main démontre, comme celle de Léonard de Vinci, et je cite à nouveau Vasari, la main qui savait si bien, grâce au dessin, exprimer sa pensée, qu'il dominait le dessin, qu'il dominait par ses démonstrations, et qu'il confondait de sorte qu'il confondait par ses raisons les esprits les plus vigoureux. Le disegno est donc d'abord un instrument de connaissance du réel. Certes, la question de l'image est non moins décisive dans la construction des savoirs aujourd'hui qu'hier, que ce soit pour sonder l'infiniment petit en biologie ou l'infiniment grand en astrophysique. Cependant, ce nouveau régime d'image ne passe plus par la médiation de la main, mais par des outils qui la mettent à distance. À la Renaissance, la recherche scientifique n'a pas d'autres instruments techniques que le disegno. Ni télescope, ni microscope, ni moins encore les machines sophistiquées de notre temps, pas d'autres instruments pour appareiller l'esprit et le regard en vue d'approfondir son investigation du réel. Seul le dessin, qui devient le nouvel organon de la connaissance, seul le dessin permet, je vais insister sur ce dernier point, permet de faire émerger à la lumière cette part d'invisibilité sur laquelle repose toute visibilité. La physique des anciens est double. J'explique ce rapport entre l'invisibilité et la visibilité dans l'art de cette période. La physique des anciens est double. Elle s'efforce de distinguer les réalités dans leur singularité, de les définir et de les circonscrire, tant il est vrai que pour Aristote, je cite des passages, je résume des passages de la métaphysique d'Aristote, tant qu'il est vrai, en particulier du livre Delta, tant il est vrai que pour Aristote, la limite apparente des corps en exprime l'essence. Ça, c'est la part du visible. La limite apparente des corps en exprime l'essence. Mais elle est aussi et surtout, cette physique des anciens, elle est aussi et surtout la connaissance du mouvement des corps. On a vu ce matin l'importance de la question du mouvement, de leur kinésis, dit Aristote, sans laquelle ces mêmes corps ne pourraient atteindre à la perfection de leur délimitation. Cela, c'est la part de l'invisible. Le terme aristotélicien qui définit la perfection des choses, entelecheia, exprime bien l'idée de la dynamique interne de la chose qui va vers sa fin et vers sa perfection, télos. Or, le disegno, et c'est en quoi il s'impose comme un savoir décisif à son époque, réussit à lier la double dimension du réel, à la fois le visible et l'invisible, la forme et sa genèse, le mouvement et sa délimitation. Il en est ainsi parce que le disegno est par essence morphogénétique. Je m'explique par ce terme de morphogénèse, c'est-à-dire que le disegno, Karim l'a évoqué ce matin, sous la forme du procès, le procès du projet, le dessin comme procès du projet, parce qu'il fait passer le disegno, le projet de phase en phase, de plus en plus dense, de plus en plus élaboré, de plus en plus cohérente. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette succession de stases de conception que le disegno permet. L'art de la Renaissance
repose, on l'a vu ce matin, sur l'imitation de la nature. Et je vais donc essayer de répondre à la question de Nicolas Leach qui a été posée ce matin. Mais encore faut-il savoir ce que signifie cette imitation, qui n'a évidemment rien à voir avec de la simple copie. Quatremer de Quincy, l'un des grands théoriciens du néoclassicisme, l'auteur d'un essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les beaux-arts, nous sommes en 1823, nous sommes donc un peu dans les derniers feux du Disegno, conçoit la véritable imitation de la nature comme la capacité qu'a l'art de comprendre, de pénétrer et de reproduire les processus mêmes par lesquels la nature produit ses ouvrages. Il écrit dans l'article imitation de sa monumentale encyclopédie méthodique d'architecture, vous pouvez le lire, je le lis à mon tour, c'est prendre la nature pour modèle, c'est limiter que de se donner pour règle, dans certains ouvrages de l'art, les règles qu'elle suit elle-même, que de scruter ses intentions dans la formation des êtres. Et on a vu l'importance de l'intentionnalité. Les principes auxquels elle a subordonné son action, la direction qu'elle donne à ses moyens, le but ou la fin à laquelle elle tend. Imiter ne signifie pas nécessairement faire la ressemblance d'une chose, car on ne peut pas imiter l'ouvrage et imiter l'ouvrier. On imite donc la nature en faisant non pas ce qu'elle fait, mais comme elle fait, c'est-à-dire qu'on peut l'imiter dans son action lorsqu'on ne l'imite pas dans son ouvrage. Autrement dit, la doctrine canonique de l'imitation artistique à l'âge classique et néoclassique renvoie en définitive à une morphogénèse artificielle, c'est-à-dire à un processus complexe de conception et d'engendrement des formes par l'art. Témoigne de cette recherche la grande diversité des types de dessins qui correspondent, et on retrouve cette idée de la morphogénèse, qui correspondent à des phases et à des moments différents de la conception artistique. Études, esquisses, quadrillage en peinture, ou encore en architecture. Et là, je vais prendre la typologie d'un théoricien qui est très ancien, qui est le contemporain, quasiment le contemporain d'Alberti, Filaret. Et Filaret, donc très tôt, fait une théorie des différentes stages de la représentation dans la conception du projet. Il commence par ce qu'il appelle le congetto, ensuite le disegno indigrosso, le disegno proporzionato et enfin le disegno rivelato, l'idée, le congetto, on pourrait gloser, le terme est vraiment intéressant, non pas le projet mais le congetto, donc l'idée, pour le dire simplement, l'esquisse, les dessins cotés, les dessins proportionnés, les dessins cotés, et enfin les dessins détaillés, et le tout s'achevant dans la confection de la maquette. Voilà. Donc on est en 1460, et déjà la réflexion sur les différentes modalités de la représentation, déjà la réflexion est très aboutie. C'est dans ce cadre morphogénétique qu'il importe de questionner la place incontournable que l'art de la Renaissance a accordé aux mathématiques. On se rapproche des questions d'intelligence artificielle, mais vous allez voir qu'on s'en éloigne aussitôt. Il y a un tout autre rapport aux mathématiques, évidemment. Donc, je vais faire un court point sur le rapport de l'art de la Renaissance aux mathématiques, puisque c'est tout de même une des caractéristiques de cet art que d'avoir utilisé à bon escient, avec conscience, cet objet, cet outil que sont les mathématiques. Et de fait, l'usage des mathématiques par les arts de la Renaissance contribue assurément à affirmer cette scientificité qu'ils réclament pour eux. Il ne faudrait pourtant pas fétichiser l'usage que l'art de la Renaissance fait des mathématiques, comme l'historiographie, depuis trop longtemps déjà, a tendance à le faire, du nombre d'or à la théorie de la perspective. La perspective géométrique en peinture ou la proportion arithmétique qui joue en architecture un rôle analogue à la perspective en peinture, c'est-à-dire l'une et l'autre, la perspective et la proportion, sont destinées à assurer la mise à bonne distance d'éléments que l'on vise à rassembler
et à accorder ensemble, eh bien donc la perspective et la proportion sont en réalité appelées à s'effacer une fois leur opération de mise en place achevée. Toute l'histoire de l'art, à l'âge humaniste et classique, depuis Alberti, à quelques exceptions près, toute l'histoire de l'art vise en réalité, toute la théorie de l'art vise en réalité à effacer la structure mathématique de l'art, comme l'on démontre les échafaudages une fois l'édifice achevé. Chez Alberti, la perspective en peinture laisse place à l'historia, à l'action, qui elle-même dépend de la cohérence des corps et de la dynamique qu'assure l'harmonie de leurs lignes, ce qu'Alberti appelle la concinitas lineamentorum. Et de même en architecture, la trame régulière du système des proportions se transforme en une seconde harmonie d'une autre nature, ce que la tradition vitruvienne appelle l'eurythmie, ou encore l'harmonie linéaire, c'est l'expression de Quatremer de Quincy. Ce ne sont plus des quantités continues ou discrètes qui rentrent en accord, mais des lignes ou des qualités. Tel est le sens de la morphogénèse, dont la dynamique vise à assurer le passage du quantitatif au qualitatif, la transformation des espaces ou des masses en lignes les plus fines et les plus justes, qui flottent dans l'espace, ainsi mises en suspens. Mieux encore, de la perspective à l'historia ou de la proportion à l'eurythmie s'opère comme une mise en mouvement de l'œuvre d'art. Il s'agit de faire vibrer les lignes pour alléger et dynamiser les corps ou les masses, à l'exemple de la peinture de Raphaël où, selon Vasari, la chair palpite, où on sent le souffle et le pouls, et où la vivacité même de l'art se révèle vivante. C'est une expression magnifique. Vivacita viva, écrit Vasari. La vie même, la vie pure, que l'art, que le disegno réussit à exprimer par cette synthèse des facultés que j'ai évoquées tout à l'heure. Je conclus. L'art de la Renaissance et sa morphogénèse sont l'inverse de la révolution galiléenne, et c'est pourquoi l'art vient ici compléter la nature. Galilée essayait de mettre en valeur la structure mathématique du monde sensible, tandis que l'art de son temps s'efforce de créer un nouveau monde sensible à partir de la structure mathématique. Un monde à haute définition, mieux à même de relier l'intelligence et les sens, de nourrir à la fois l'intelligence du sensible et la sensualité de l'intelligence. L'art vient ainsi compléter et enrichir la nature. Qu'il n'y ait pas de malentendu sur la signification de ce complément ou de ce supplément artistique. La technique, à l'âge humaniste et classique, n'a pour but, et je conclurai sur ce dernier point qui porte sur l'essence, sur la question de la technique, n'a pour but ni la transformation de la matière ou son intensification, ni le renouvellement des formes et leur adaptation au jeu des forces qui les traversent. La morphogénèse mentale, la dynamique de l'esprit ne vise pas à métamorphoser le monde pour en intensifier l'énergie, ça c'est le projet de la technique moderne. Elle se contente de tracer des lignes, ce qui a précisément pour nom disegno. Le disegno travaille en surface, à la limite des choses. Elle redessine les formes pour les stabiliser et les rendre plus disponibles aux êtres humains, sans pour autant les transformer ou les mobiliser. Le disegno travaille sur l'accident et non sur la substance. Elle travaille sur la qualité, la quantité, le temps et le lieu qui nous importent tant, même s'il est vrai que l'entretissage de ces accidents par le dessin, cet entretissage qui fait l'œuvre d'art, finit par en signifier l'essence. Merci de votre attention.